Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, c'est le Grand Forum. Votre émission de référence tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver pour ce jeudi 30 septembre. Avec aujourd'hui et au programme, plus de 5700 lits ont été fermés en 2020. 1800 depuis le début de cette année 2021. Ceci émane d'une étude du ministère de la Santé. Peut-on faire des économies sur la santé en ce moment? C'est la question que l'on se posera. Pouvoir d'achat, augmentation des factures de gaz, d'électricité, d'essence, de taxes foncières. Peut-on craindre une crise sociale? Est-elle inéluctable pour cet automne? On se la posera également cette question. Et puis, retour sur l'affaire de l'agresseur à Cergy. Vous vous en souvenez de livreur agressé à Cergy? Eh bien, nous aurons le propriétaire du restaurant Le Brasco qui a été un temps soit peu accusé d'avoir employé l'agresseur. Et il est victime depuis d'une campagne sans relâche de racisme et d'agression et de menaces de mort envers lui et sa famille. Il sera là pour témoigner tout à l'heure à 17h. Et puis évidemment le plus du LGF pour commencer tout à l'heure. C'est la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Pygmalion concernant la campagne 2012 et le financement de cette dernière. Il a été condamné très lourdement, plus lourd d'ailleurs que le réquisitoire. 1 an de prison ferme, il a évidemment fait appel. On en reparlera dans le plus du LGF. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue, le Grand Forum, tous les jours 16h-18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et avec nous aujourd'hui, les débatteurs du jour. Tout d'abord, monsieur Karim Alouache, notre banquier d'affaires. Comment va-t-il, mon Karim? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis toujours à l'heure. Ouais, ça c'est vrai. Bien près du micro, mon Karim, pour qu'on t'entende bien. Voilà. Très bien. Voilà. Accompagné aussi de La Belle Histoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. La Belle Histoire qui va nous faire une petite chronique dont il a le secret tout à l'heure. Le résumé de cette dernière, de cette émission. Évidemment, La Belle Histoire, comment ça va? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vais bien pour ma part. Eh ben, c'est formidable. Et nous attendons aussi Tarek Sassi, le collectif Paris Anti-Crack. Tarek Sassi aussi, prof de catch, qui sera avec nous dans un instant. D'ailleurs, un petit mot sur les crackers qui ont, vous le savez, été expulsés du pont de Riquet, de Stalingrad, pour aller vers la porte de la Villette. Sauf que ça s'est un petit peu étendu. Il arrive d'ailleurs du côté du 93, Pantin-Aubervilliers. C'est un petit peu le drame pour le coup. Allez, on en reparle dans un instant les amis avec le quiz à suivre. La Belle Histoire, Karim Alouache et Tarek Sassi vont s'opposer. À tout de suite. Le LGF, voilà, je suis là, tout va bien. Le LGF, l'émission de référence tous les jours, 16h, 18h sur France Maghreb 2, sur une seule et unique radio, évidemment que ça se passe avec aujourd'hui La Belle Histoire qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. La Belle Histoire qui fera le résumé de cette émission, dont il a le talent avec son phrasé, avec sa bonne humeur et avec son talent. Évidemment, La Belle Histoire qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que Karim Alouache, notre banquier d'affaires, avec nous, et aussi Tarek Sassi. Voilà, qui vient d'arriver à l'instant. Je veux pas le griller. Comment ça va, mon Tarek? Vas-y, installe-toi. Qu'est-ce qui se passe là? Dans la course. Magnifique. Ouais. Intervention pour des familles sur Colonel Fabien qui sont envahies de toxicomanes sur leur palier. Puis beaucoup de carnaval. Alors qu'on va pas à l'essentiel et on est en train de vivre vraiment une plus grosse crise en installant ces toxicomanes à la porte de la Villette. Ouais, ils sont à Pantin, Aubervilliers maintenant. Pantin, Aubervilliers, la Villette, faut pas oublier la Villette, faut pas oublier que la Villette c'est à 5 minutes de chez moi en tramway parce que je les vois faire les allers-retours, toutes les portes ont été réalimentées et à côté de ça il y a beaucoup de manipulations. Moi et Bader on a fondé le collectif 93 Anti-Crack et aujourd'hui il y a des gens qui essaient de faire de la récupération stérile alors que il faut aller à l'essentiel, il faut demander aux vrais décideurs de faire les choses, ça veut dire les ministères, ça veut dire la préfecture, aussi bien la préfecture de Seine-Saint-Denis et le conseil départemental, et c'est pas des élus qu'on a prévenus il y a 4 mois qui pourront changer ça. Il faut maintenant que les décideurs fassent les choses et que Darmanin arrête de parler sur un sujet qu'il ne connaît pas. Karim, on en parlait, je m'en souviens. Écoute, tu me disais pas de craqueurs en 93. Avec Tarek, je te disais, ils vont quand même pas oser
faire passer le périph. Et ils l'ont fait. Alors moi, ce qui me désole, moi, en tant qu'ancien acteur politique sur le département, et parce que j'y vis et j'aime mon département, au-delà que ça sert à rien ce qui a été fait et que la misère n'est pas plus douce en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, et il n'y a pas d'accoutumance, on ne s'habitue jamais à la misère. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quel message on envoie aux jeunes du département, quel message on envoie aux gens en difficulté. Tarek, tu as raison, Porte de la Villette, c'est le tram, donc ça va faire le tour. Je rappelle que il y a déjà une multitude de difficultés en Seine-Saint-Denis, c'est pas la peine d'en rajouter, mais surtout que ce type de drogue n'existait pas dans le département. La deuxième chose, alors là, quand j'ai lu que une ministre disait c'est la moins mauvaise des solutions que de les déporter, parce que la réalité c'est ça, c'est de la déportation. Et puis non, on les a mis en lisière du département. C'est-à-dire qu'on joue sur les mots pour dire non, ils sont pas vraiment en Seine-Saint-Denis, ils sont à la lisière. Moi, je peux vous dire une chose, parce que j'ai de la famille qui habite dans le coin et que j'ai grandi à Aubervilliers. Le mur, il est construit pour qu'il n'y ait pas de retour arrière possible. Et que maintenant qu'on les a placés là, d'ailleurs, il n'y avait pas de moins mauvais endroit. Comme tu l'as dit, Tarek, et tu as raison, il faut régler le problème et pas le déplacer, parce que dans ce cas-là, on aurait pu les mettre au Jardin du Luxembourg, au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes. Enfin, faut arrêter de dire que non, mais c'était pas très loin, mais c'est encore Paris, parce que le square appartient à la ville de Paris. Le message dans les quartiers, et les jeunes me l'ont dit quand j'échange avec eux, ils se sentent humiliés, vraiment humiliés, au-delà du fait qu'il y ait les nuisances, il y ait l'insécurité. C'est une catastrophe, hein, t'as raison. Ah ouais. 4 chemins, là, le quartier des 4 chemins, que je connais très bien. Moi aussi, j'y habitais pendant. J'ai grandi là-bas. Le soir, c'est une catastrophe. Non, mais ça va mal se terminer, cette histoire. Ouais. Tarek, tu suis ça de près, évidemment. Malheureusement, je suis dedans jusqu'au bout. Je suis menacé. On m'a fait remonter des menaces là maintenant parce que je gêne trop. Je tiens à préciser que je gagne pas ma vie en passant à la télévision, que c'est un combat de fond sur lequel je me suis investi parce que ce que je dis, il y a personne qui le dit, et j'en ai marre aussi qu'on fasse des plateaux pour à chaque fois bien sûr décrédibiliser la cause des riverains, et aussi pour mettre en avant des politiques qui vont parler en majorité. C'est un peu comme ces réunions aussi qu'on a fait en mairie où il y a une majorité de collectifs ou d'associations qui sont pro salle de shoot, toxicophiles, et qui n'en ont rien à foutre du cauchemar qu'on vit. Je suis vraiment, mais vraiment, je suis à bout. Je suis vraiment à bout. On a des appels de famille, on a des messages sur Facebook. Je sais pas, en fait, Darmanin, il a fait un gros caca et il veut qu'on dise « Ah, mais bravo, c'est bien, vous les avez éloignés des habitations. » Mais non, ton caca, il pue et il est en train de créer de la maladie partout, aussi, sur des villes de la Seine-Saint-Denis comme sur le nord-est de Paris. Le nord-est de Paris, il est toujours touché. C'est quand même un truc de fou. On est à 100 mètres de la Villette. 100 mètres. On dirait que les toxicomanes, ils sont dans un truc enfermé. Non, ils sont libres. Libres, totalement libres. Ce mur qu'ils ont bâti, qu'on n'arrête pas de dire le mur de la honte. On est là, on se focalise sur de la merde, mais qui est informelle. Le mur, mais putain, c'est pas le cadet de tes soucis. Le cadet de tes soucis aujourd'hui, c'est qu'il y a des modos qui ont des armes à feu sur eux, qui menacent des gens, des toxicomanes qui sont prêts à tout pour payer leur dose, et des gens qui prennent des mineurs et qui les mettent là-dedans. Mais il est là le problème. À quel moment les Français, ils veulent pas regarder ce qui s'est passé en Amérique et dans d'autres pays? À quel moment ils ne comprennent pas que c'est l'un des pires fléaux de l'humanité? Mais putain de bordel de merde. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? On attend que ça devient Détroit-sur-Seine. Mais on n'a pas Robocop. Bon, alors, on attend un drame, c'est tout. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement. Et ça fait 25 ans que ça dure, c'est pas un problème nouveau. Et en fait, la seule chose qu'on sait faire, c'est que quand ça crie trop d'un côté, on déplace de l'autre côté. Et quand ça hurlera ou que ça va trop crier ou qu'on aura un drame de l'autre côté, on ira le mettre ailleurs. C'est ça. Mais à aucun moment, on s'attaque
au vrai problème, c'est-à-dire comment allons-nous mettre fin à ça. On va y aller sur place, hein, Montarac. Faut qu'on organise ça au plus vite. Faut qu'on ait un minimum de sécurité quand même. Hein. Je suis là. Non, mais bon, voilà. Non pas qu'on a peur. Il y a Bader qui est avec nous. Ouais. Et il y a toute une équipe de riverains qui seront là avec nous. Et tu viendras tranquillement et tu repartiras tranquillement. Non, et mais on moi, ira, j'ai pas peur. on ira faire un couscous au poisson Moi, j'ai pas... à Aubervilliers. Puisque tu parles de ça, félicitations, Montarac. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Première dans le monde arabe, une femme Premier ministre en Tunisie. Alors, c'est pas une première. Euh, Alors, c'est pas une Dans ce première. pays, en tout cas. Alors, dans le Dans ce monde pays. musulman, c'est pas une première. Non, mais en Tunisie, oui. Oui, mais dans le monde musulman, il y a eu le Pakistan. Ouais. Ah oui. Ouais, en tout Ouais. cas, en Afrique du Nord, c'est une première. Ouais. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, elle est chargée de former un gouvernement. Ça a été un petit peu la surprise sous les chaussures de Kais Saied. Bah, on va lui dire que Tarek est disponible. Voilà. moi je suis là, moi je suis là. Je Bon, pense qu'il la faut belle aller de histoire. la Rendre Tunisie. Hein. service. Au ministère des Sports, Marvel Fitness. Ah, Marvel Fitness, il a quelques soucis là, en ce moment. Hein. Marvel Fitness, t'es au courant, Montarac? Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, il a accusé d'avoir détourné, je sais pas quoi, là. Il y a une affaire là. Il y a une affaire le concernant. Oh putain. Encore. Ouais. Vous avez pas suivi, les gars? Ah bah non, mais moi je suis dans le crack. Ouais, bah oui, chacun sa dose. Hein. Je suis comme SCH, je suis dans le crack. Bon, allez, le quiz avec la belle histoire. Oh, Attention, quand il y a la belle histoire, j'ai envie de vous dire, c'est chaud, les gars. Ah, mais Ah bon. là là, je vais encore me prendre une raclée. Moi, j'en ai un gagnant dans l'année, ça me va. Bah, moi, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà ça. Allez, c'est parti avec donc le quiz sur France Maghreb 2 sur votre radio, comme d'habitude. Le quiz, c'est maintenant, les amis, on y va. Hop, c'est parti, quand il veut. Voilà. Bon, bah, c'est quand il veut. On va y aller. Donc, tout de suite, sur France Maghreb 2, le quiz. Donc, avec le jingle. On y va, allez. Le Voilà. quiz. Avec mes petites questions, bien entendu, les amis. Voici la première. Quelle mosquée a été inaugurée en 1994 en France? De Lyon. De Lyon est une très bonne réponse. La belle histoire, j'ai envie de dire bravo et premier point. Le Kikadi. Nous allons proposer de maintenir jusqu'à l'été la possibilité de recourir au pass sanitaire. Jean Castex. Non, ce n'est pas Jean Castex. Véran. Ce n'est pas Gabriel Attal. Gabriel Attal est une bonne réponse. Ouais, c'est chiant parce qu'il Bon, y a plein Tarek. de porte-parole, alors on n'a pas... Yeah, what you gonna do, brother? Alors justement, on va écouter ce qu'a dit Attal. Hein, c'était hier. Évidemment, le porte-parole du gouvernement à l'issue et à la fin du Conseil des ministres. Écoutez. Si on n'avait pas bénéficié de la vaccination et du pass sanitaire, probablement que cet été, au vu des taux d'incidence qu'on a constatés dans un certain nombre de régions, on aurait dû refermer les bars, les restaurants, voire peut-être remettre des couvre-feux et reconfiner. On n'a pas eu à le faire parce qu'on dispose de cet outil du pass sanitaire, donc vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. C'est ça qui va être proposé dans ce texte de loi. Ensuite, le Conseil d'État va nous remettre un avis, il va y avoir une discussion parlementaire pour échanger sur ce sujet-là. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, donc, qui dit que voilà, ils vont proposer de recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été. Messieurs, si quelqu'un souhaite réagir là-dessus, rapidement, bien sûr. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils pourraient recourir au pass sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le prolonger automatiquement, hein. Mais Ouais. ils pourraient faire appel dans certaines conditions. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, on fait ce qu'il faut. Enfin, il faudra faire ce qu'il faudra faire pour qu'on sorte rapidement de cette situation. Voilà. Donc, je suis pas étonné que cette option soit conservée. Pas sûr que ça passe, par contre, auprès du Conseil constitutionnel. Et le Sénat a fait d'ores et déjà savoir que ça serait non. Hein, pour- Maintenant, de toi à moi, si l'été prochain on a encore besoin du pass sanitaire, on va avoir d'autres gros problèmes. Hein. Enfin, Ouais. c'est que la situation sera vraiment grave. Tarek Sassi a marqué son point, Oui. ainsi que la belle histoire. Pour Oui. l'instant, Karim Alouache n'est pas là. Troisième question. Je cherche une actrice française. Elle est décédée en 1985. Simone Signoret. Oui, Simone Signoret est une bonne réponse, mon Karim. Je propose juste d'écouter justement le journal de France 2 en 1985 annonçant la mort de Simone Signoret. Écoutez.
Comédienne, écrivain, militante politique, Simone Signoret est décédée aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Nous évoquerons les différents aspects de sa carrière dans ce journal avec un invité, Claude Brasseur. Je sais pas si vous avez reconnu d'ailleurs le nom du journaliste, c'était Daniel Bilalian. Daniel Bilalian. Qui présentait le journal, effectivement, à cette époque. Donc voilà, pour en tout cas ce petit extrait, extrait de l'INA, bien entendu, pour les trucs historiques. Voilà. Allez, on enchaîne. Eh ben dites donc, les gars, vous êtes bons hein, aujourd'hui. Donc 1 point pour Tarek Sassi, 1 point pour Karim Alouache, 1 point pour La Belle Histoire. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Quelle ligue a été dissoute hier matin? Une ligue de défense de Noire-Africaine. Bonne réponse de La Belle Histoire. Oh, j'aurais dû le gagner celui-là. Je voulais dire une chose. Tu me l'avais dit la dernière fois, il faut attendre la fin de la question pour commencer à répondre. Ah oui. Tu te souviens? Allez, on donne le point à Karim. Non, on donne pas le point à Karim parce non, que La Belle non. Histoire n'était pas au courant de la règle. Non, c'est pas précisé. Si. Ouais, mais Je proteste et je mets un référé à la Chambre des Constitutions. Soit vous donnez le point à Monsieur Alouache, soit je dépose plainte. Parce que nous, du coup, on s'est Enfin, tu abstenu de déposes répondre. plainte. Tu déposes plainte. J'ai Monsieur commencé Pro. à dire là, et puis... Monsieur Fro, veuillez respecter la législation. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Oh! La Belle Histoire dit on annule le point. Eh ben on l'annule. Personne n'a le point. Toujours un partout pour tout le monde. Quel professeur a dénoncé un harcèlement des institutions? Et il a rajouté: vous ne pouvez pas traiter les gens comme cela. Professeur. Bah si, Putain, et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. mais moi aussi. Quel professeur Eh oui, bah maintenant on parle que de Zemmour, on parle plus de lui. Non, a dénoncé le un Marseillais, harcèlement. merde. Mais oui, c'est lui. Merde. Ah, Eh, s'il faut. l'hydroxychloroquine. Ouais, professeur Chloroquine. Professeur chloroquine. Tu sais quoi? La Belle Histoire, tu l'as pas? Didier Raoult. Didier Raoult, Raoult. voilà. Bonne Ah, réponse. Voilà. On l'avait à peu près, hein. Là, on peut- Il y a quelqu'un qui m'a hacké avec un trou de mémoire, c'est pas possible. Écoutez, Moi aussi, j'avais plus son nom. écoutez ce qu'il a dit, Didier Raoult. C'était hier lors d'une vidéo sur YouTube. Ce harcèlement sur notre recherche, ce harcèlement personnel, ce harcèlement par les institutions, et qui a mené au fait que je dois être le seul médecin dans ces conditions qui n'ait pas été prolongé dans ses fonctions du CHU depuis des années, ça amène quand même à laisser rêveur, quoi. Donc et après les gens se demandent, je pourrais dire une surprise pour le mois de novembre, les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont. C'est parce que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça sans que nos instances fonctionnelles ne mettent fin à ce genre de choses. Didier Raoult hier, qui dénonce donc le harcèlement dont il est victime, bien entendu. Et voilà, pas de commentaires. Pas de commentaires. Très bien. Alors, pour l'instant, La Belle Histoire est en tête avec 2 points pour lui, 1 point pour Tarek Sassi, 1 point pour Karim Alouache. Il nous reste 2 questions, les amis. Attention. Je cherche un acteur franco-espagnol, franco-américain, pardon. Il est né à Los Angeles en 1964. Fils d'un immense acteur français. Anthony Delon. Anthony Delon. Pas de réponse, La Belle Histoire. Il l'a eu avant toi. Tout le monde a oublié qui est Anthony Delon. On s'en fout, mais. À part son rôle dans La Vérité si je mens. La Vérité si je mens. Ouais, mais depuis, voilà. La Belle Histoire l'a eu, c'est tout. Voilà, basta. Il a pas la prestance du papa. C'est une question piège, je suis désolé. 3-1 pour La Belle Histoire. Attention, dernière question. Je cherche à présent une actrice italienne née en 1964. Indice, L'Appartement ou encore Doberman. Monica Bellucci. Oui, J'allais le dire. Bellucci. Oh. Le Pacte des loups ou encore Irréversible. Réponse de Monsieur La Belle Histoire qui remporte ce quiz 4-1. Belle victoire de La Belle Histoire. Bravo à toi. Et rendez-vous tout à l'heure, La Belle Histoire, pour la conclusion de cette émission. Bien entendu, tu vas écouter, scruter, analyser et tout ce qui va être dit au cours de cette émission, et tu vas nous en faire un petit commentaire. À tout à l'heure, La Belle Histoire. À tout à l'heure. Voilà, pour ce quiz en tout cas, très intéressant et bien serré. Voici le plus du LGF tout de suite.
C'était ce matin, dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison. Écoutez ce reportage de France 24. Il n'a pas souhaité assister à l'énoncé du jugement par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de campagne dans l'affaire Big Malion, procès qu'il a snobé, le qualifiant de farce. L'ancien président de la République écope d'1 an de prison ferme, une peine qu'il devrait purger à domicile sous surveillance électronique. Pour la juge Caroline Viguier, qui est allée au-delà des réquisitions du parquet, cela ne fait aucun doute. Nicolas Sarkozy savait. Nicolas Sarkozy connaissait le montant légal du plafond, ce n'était pas sa première campagne, et il a connaissance du droit. De plus, il a été averti par écrit du risque de dépassement par 2 notes. Et Nicolas Sarkozy a poursuivi des meetings dans les mêmes conditions que précédemment. Nous avons choisi. L'affaire remonte à 2012. Candidat à sa propre succession, Nicolas Sarkozy est en retard dans les sondages. Il multiplie alors les meetings à grande échelle, sans regarder à la dépense. Au total, plus de 42 millions d'euros sont dépensés, près du double du plafond légal. Les enquêteurs en sont persuadés. Pour dissimuler un tel dépassement, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un système de fausses factures, ce que l'intéressé a toujours nié. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. La peine la plus lourde, elle est pour son ancien directeur de campagne en 2012, Guillaume Lambert, condamné à 3 ans et demi de prison, dont 2 avec sursis. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne, le seul à l'UMP à avoir reconnu le système de double facture, écope lui d'une peine légèrement plus clémente, notamment pour abus de confiance. Cofondateur et patron de Big Malion, Bastien Millot est lui condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois, avec sursis. Se disant innocent, Nicolas Sarkozy va faire appel. Le président Sarkozy, avec lequel je me suis entretenu au téléphone à l'instant, m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici. Cette condamnation est la 2e de l'année pour Nicolas Sarkozy après sa peine de prison ferme prononcée dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme, c'est plus lourd que les réquisitoires, Karim. C'est la justice qui s'applique à un moment donné. Je pense qu'on veut aussi... Enfin, j'ose pas faire le parallèle avec les élections présidentielles à venir, mais je pense qu'aussi il y a un peu un moyen de l'immobiliser pour la présidentielle. J'ai cru comprendre que la plupart des candidats venaient demander conseil auprès de lui, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est vrai. C'est une réalité. Et c'est comme si on avait peur qu'il puisse ressortir une candidature à un moment donné. Il faut retenir qu'il est jeune encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le président Nicolas Sarkozy soit condamné. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il en est, parce que on peut pas sortir comme ça 22 millions supplémentaires et les dissimuler sans une organisation, je dis bien une organisation extrêmement structurée avec un grand nombre de personnes. Donc la justice sur une personne, bon bah il paye, mais pour moi il n'est pas seul, quoi. Monsieur Alouache, quelle indignité. C'est quand même enfin, comment il disait ça, Jacques Chirac? Abracadabrantesque, quand même, monsieur Alouache. Comment vous pouvez avoir ce genre de propos dans la République d'aujourd'hui? J'ai pas dit que j'étais contre sa condamnation. J'ai dit c'est bien, la justice. Vous m'accusez, vous me diffamez. Point. Vous me diffamez. Bah, attaquez-moi. Tarak, sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, surprenante ou pas? Non, mais pas surprenante, légère, pas surprenante, légère. Et puis bon, c'est quand que la Cour internationale le condamne pour la Libye? C'est ça aussi. La Libye qui est responsable aujourd'hui de troubles en Europe et en Afrique et même en Asie. Il a fait n'importe quoi, il faut qu'il assume aussi ses erreurs. Bon. Voilà, en tout cas, sachez-le, Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme. Il fait appel ou pas, d'ailleurs? Il a fait appel. Il a fait appel, donc pour l'instant il ne purgera pas sa peine puisqu'elle n'est pas exécutoire. Donc normalement, si c'est condamné, si c'est confirmé en appel, il la fera sur le bracelet électronique. Oui, voilà. Toujours est-il que quelle image ça donne tout ça. Voilà, c'est surtout ça, c'est l'image, bien entendu, d'un ancien président. 22 millions, c'est tout un système.
Ouais. Tout un système effectivement qui tombe. Donc, c'est la deuxième condamnation de Nicolas Sarkozy en un an là. Ça donne pas envie de commenter en fait, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors peut-être un autre sujet qui va te donner envie de commenter dans un instant, puisque ça concerne là les Français, et ça nous concerne tous finalement, le fameux pouvoir d'achat. Augmentation de la facture énergétique, électricité, gaz, essence, taxes foncières. Peut-on craindre une crise sociale inéluctable à l'automne? On en reparle avec vous dans un instant sur France Maghreb 2 avec Tarek Sassi et Karim Alouache. À tout de suite. Le Grand Forum, émission de référence. Nous irons faire aussi un petit tour tout à l'heure du côté d'un forum pour la paix qui s'est ouvert en Normandie. Et Tarek Mami est sur place, il nous expliquera un petit peu ce qui s'y passe tout à l'heure dans cette émission. Tarek Sassi est avec nous, Karim Alouache aussi. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices, pour vous exprimer en direct, un seul et unique numéro de téléphone, bien sûr, vous le connaissez, c'est le 01 40 33 9000. Vous pouvez évidemment vous exprimer en direct, comme chaque jour dans cette émission. Votre avis nous intéresse, évidemment. Alors, on va parler du pouvoir d'achat parce qu'on a appris récemment on a appris d'abord que la facture de gaz, et ça on s'en est plutôt rendu compte, avait déjà augmenté, qu'elle va encore augmenter au mois de novembre prochain. La facture d'électricité va aussi augmenter au mois de janvier prochain. L'essence qui n'a jamais été aussi haut en ce moment, sans oublier la taxe foncière qui a fortement augmenté. D'où cette question, mon cher Karim, peut-on craindre une crise sociale à l'automne? Est-elle inéluctable selon toi? Alors, pour moi, c'est pas la hausse du gaz ou de l'électricité qui va provoquer une crise sociale, mais moi, ce que je crains, c'est très sérieusement, c'est lorsque l'État va arrêter de soutenir, après la crise sanitaire, toutes ces entreprises qui, quand même pour un certain nombre, je dirais aujourd'hui, reflètent un état financier qui n'est pas la réalité de leur activité ou de leurs résultats habituels. Ça me fait vraiment peur, puisqu'on a constaté, en principe, les petites et moyennes entreprises, il y a 30% de faillites chaque année. Là, on est très très bas, je crois qu'on n'est même pas à 3%. Ça me fait peur, et j'espère que les Français vont se remettre à consommer et pas à épargner, parce que l'argent, quand elle est dans les coffres des banques, sert pas à grand-chose, et en plus, elle coûte de l'argent, puisque les taux d'intérêt en banque centrale sont négatifs depuis un certain temps. Pour le gaz, il faut savoir que la France importe 99% de son gaz. Donc, du coup, on n'a pas trop le choix. Et en plus, quand vous utilisez le gaz pour la cuisson et le gaz pour vous chauffer, c'est la double peine. Ouais. C'est pas la même conséquence pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Castex est attendu ce soir d'ailleurs. Il est l'invité du journal de 20h pour s'exprimer, peut-être apporter des aides, sachant qu'il y avait déjà un premier geste qui a été fait. Bien sûr. Avec le chèque énergie. Ceux qui bénéficient du chèque énergie, rappelons-le, auront une prime de 100 € au mois de décembre. Aucune démarche à faire. Hein. Et ça concerne à peu près presque 6 millions de foyers. D'autres gestes devraient être annoncés ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'aider les bas revenus, en fait. Je trouve ça génial et super. Il ne faut pas oublier les classes intermédiaires, parce qu'on a tendance dans ce pays à considérer que dès qu'on a un travail ou qu'on travaille à deux, on est riche. Je ne sais plus quel président avait dit, quand on gagne 4 000 € par mois, on est riche. Il faut savoir qu'un tiers du revenu est consacré à l'habitation, c'est quand même pas mal, et que quand vous êtes dans l'intermédiaire et que vous avez droit à tout, mais vous avez droit à rien comme aide, mais vous payez tout, parfois on est dans des situations paradoxales où en gagnant plus, on est plus pauvre qu'en gagnant moins. Ça, il faut y prêter attention. En ce qui concerne l'électricité, c'est pas du tout le même problème, parce que je vous rappelle que nous sommes totalement indépendants au niveau énergétique et que nous vendons même de l'électricité à l'étranger. C'est un accord européen qui fixe les prix, et en fait on subit une hausse de tarifs parce qu'on suit, la réglementation et les décisions européennes. D'ailleurs, je tiens à vous dire que moi j'ai beaucoup de doutes sur nos collègues, nos amis, si on peut dire ainsi, écolos, qui appellent à sortir du nucléaire en 2025 pour certains. Je peux vous dire que non seulement notre souveraineté énergétique, on va la payer très cher. Notre électricité, alors là, les factures, elles vont pas augmenter, elles vont exploser, et totalement exploser, puisqu'aujourd'hui, on paye une électricité quand même
très très basse en France, grâce à nos centrales nucléaires. Et je vois pas comment on va en plus réindustrialiser. Tout le monde parle de réindustrialiser la France, donc on va avoir besoin d'énergie. Pour moi, alors là, par contre, oui, là, ça serait une vraie faillite totale, sachant qu'il y a de nombreuses personnes qui ont basculé du gaz à l'électricité. Il y a un dernier point, une dernière énergie dont il faut parler, c'est le fuel, parce que le fuel aussi est concerné avec le prix. Et là, effectivement, oui, l'augmentation des cours et des marchés, ça fait extrêmement mal. Moi, je pense pas que la solution... 60% de l'essence, du prix de l'essence, c'est des taxes. Sur les... Oui, la TIPP, la taxe, voilà, oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, pas de crainte de crise sociale, Karim, due à ces augmentations ? Écoutez, il y a des choses pour lesquelles on peut agir et ralentir, et aussi, je crois qu'il y a pas mal de campagnes, mais c'est pas nouveau, hein. C'est pas ce gouvernement, c'est le fait de faire attention à sa consommation, de pas tout allumer en même temps, de pas laisser les téléphones portables ou les prises ou les chargeurs branchés, etc. De ne pas. Tous, voilà. Alors moi, par contre, il y a une chose qui me gêne honnêtement, et j'y suis encore plus sensible aujourd'hui. Au niveau visuel, je ne comprends pas pourquoi on n'éclaire pas les autoroutes de liaison, vous savez, en banlieue, la nuit, parce que croyez-moi que quand vous êtes par exemple sur la A86, côté Stade de France, dans le noir total, alors que le marquage au sol n'est pas top, etc., c'est quand même assez délicat. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Donc, ce sujet relance aussi le sujet de l'indépendance énergétique, et ça remet totalement en question le plan d'Europe Écologie Les Verts qui veulent sortir du nucléaire. Je vous dis, le jour où on ne pourra plus produire notre électricité, qu'il faudra l'acheter parce que les énergies non carbonées, hormis le nucléaire, parce que le nucléaire c'est non carboné, donc on va faire recours à quoi ? Au pétrole, ça coûte cher. Le charbon, c'est la faillite, vous avez vu l'Allemagne. Alors, oui, bon Karim, on va juste demander aussi à parce qu'il y a des auditeurs qui attendent évidemment, au 01 40 33 9000, peut-on craindre une crise sociale est-elle inéluctable face à l'augmentation considérable de ces différentes factures énergétiques pour la plupart? Mon cher Tarak, est-ce que tu la crains, cette crise sociale ou pas? Moi, je crains un scénario tunisien, clairement. Ah oui, carrément. Bah oui. C'est-à-dire, parce que lequel scénario? Déjà, on a beaucoup de gens en France qui... Moi, je le cache pas, j'ai été issu d'une grande précarité. J'ai été SDF pendant presque 10 ans. Je connais tout ça, j'ai jamais vécu à la rue, je me suis démerdé, j'ai fait tout moi-même. Je peux dire que c'est le catch qui m'a permis d'avoir un toit sur la tête. Bien sûr, j'ai fait pour l'Armée du Salut, pour le Secours catholique. J'ai fait beaucoup de choses, mais la précarité, en fait, elle est tellement énorme aujourd'hui qu'il y a des demandes incroyables auprès du Secours populaire et du Resto du Cœur. Et puis, les gens qui vivent très très bien et qui ont toujours leur frigo plein, ils sont toujours là à dire... C'est formidable ce qu'ils font comme travail. Mais il faut voir comment les pauvres sont traités par certains bénévoles, des fois, qui, bien sûr, sont issus du Rotary et compagnie, tout ça, et qui ont des aspérités politiques, qui l'ont traitent très, très mal. En fait, cette fracture sociale là, qui s'accélère de plus en plus, c'est là depuis, on va dire, l'arrivée de l'euro, et les prix ne font qu'augmenter. Donc, nécessairement, si les prix de l'énergie augmentent, les prix de la bouffe vont augmenter, les prix des loyers vont augmenter, les prix de tout vont augmenter. Et le problème, c'est que les salaires et les prestations sociales à côté de ça, elles vont pas suivre. Et au lieu justement de travailler sur un développement de l'économie, des entreprises, et surtout sur le volontariat de la création, on casse tout en France. On casse tout en France. Et encore une fois, comme je le disais, on crée des problèmes justement pour salir ce qui pourrait justement nourrir nos enfants, ça veut dire l'économie, le travail et compagnie, et on fait en sorte que ce soit pire. Et là, en fait, avec cette augmentation de prix qui intervient juste après une grosse crise sanitaire, je vais le donner en scoop, on va avoir encore plus de monde qui vont tomber dans la toxicomanie et le trafic de drogue. Voilà. Vos avis nous intéressent au 01 40 33 9000. Peut-on craindre une crise sociale? Est-elle inéluctable? C'est la question que l'on vous pose, les amis. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Roux et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et on est avec Linda qui nous appelle de Nancy. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour et bienvenue. À tous les trois.
En premier lieu, je voulais juste remercier Karim Alouache parce que c'est la première fois sur une radio, et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi j'écoute toujours le Grand Forum, parce que c'est la première fois sur une radio où on parle des revenus intermédiaires. Et on nous oublie beaucoup, alors je m'inclus dedans. Nous qui payons tout, et qui avons des taux d'imposition à la base qui sont énormes. Et qui avaient droit à rien. Et qui n'avons le droit à absolument rien. Donc moi je trouve ça déplorable. On s'inscrit dans un schéma d'évolution sociale, on va dire, normal, malgré les hauts et les bas de la vie. Donc on fait des études, on trouve un boulot périn, on met au monde des enfants, et au final, on se retrouve à devoir faire des calculs d'apothicaire à la fin du mois pour être sûr de pouvoir remplir le frigo, et si bien qu'on en arrive à se dire non mais vaut mieux que j'arrête de travailler. Donc merci. C'est vrai que le Karim, système est super mal fait ça. pour le coup, et vous avez raison Linda et Karim de pointer du doigt, c'est qu'aujourd'hui, auparavant en tout cas, il y avait les riches, les pauvres, mais il y avait aussi cette classe moyenne. Et j'ai l'impression finalement que le système ou les systèmes mis en place depuis quelques années tentent à faire disparaître cette fameuse classe moyenne, qui est pourtant très importante dans une économie comme la nôtre. Et puis c'est la caractéristique d'un pays dit développé. Ouais. Oui. C'est vrai j'ai tendance à dire que nous, on est un peu la classe invisible. Parce que vous voyez, l'effort national, c'est nous qui contribuons le plus. Non, c'est pas les très riches. Malheureusement, les pauvres n'ont pas les moyens, certes, mais c'est nous qui contribuons. Et quand je vois, donc c'est aussi pour rebondir sur d'autres propos tenus par Karim, quand je vois, moi, des toutes petites entreprises, des petites boutiques en centre-ville, des petits restaurants qui ont pu se prendre 3 semaines de congé annuel pendant l'été, quand un couple qui travaille avec des enfants n'a pas pu se payer de vacances justement parce qu'il croule sous les dettes, moi je trouve ça assez... C'est très bien ce qu'elle dit. Je peux vous dire une chose. Oui, je peux vous dire une chose, c'est que on dit que les restaurateurs ont les caisses pleines, ils s'en sortent bien, etc. Moi je pense que quand tout ça va s'arrêter, quand il va falloir rembourser les prêts reportés, quand il va falloir rendre la trésor qu'on a empruntée, quand il va falloir vraiment payer les factures, vous avez raison dans ce que vous dites. Nombreux sont ceux qui l'ont constaté. Je pense qu'il va y avoir des faillites en cascade, mais vous n'imaginez pas. Moi, je crois que les gens, c'est pas de l'aide, c'est pas de l'argent qu'ils demandent, c'est de gagner correctement leur vie, de garder leur dignité et de pouvoir payer leurs factures. Et quand on fait de la distribution, il y a un système qui est fou dans ce pays-là, c'est qu'on peut être plus pauvre en travaillant qu'en ne travaillant pas. Et ça ne devrait pas exister. La deuxième chose, c'est, vous avez raison, et moi je le défends toujours, cette middle class, c'est-à-dire cette classe moyenne, je sais même plus ce que ça veut dire classe moyenne. Moi, quand j'étais gamin, un couple de commerçants, un couple d'enseignants vivaient très bien et faisaient partie de la société supérieure. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je crois d'ailleurs qu'on est le pays qui payons le moins nos enseignants. Non, mais c'est de manière générale. Moi, mes voisins dans notre cité qui étaient ouvriers, 10 ans après, ils quittaient la cité, ils avaient acheté leur pavillon en banlieue, c'est vrai, etc. C'est vrai, et ils vivaient. Et pourtant, ils étaient ouvriers, je veux dire. Aujourd'hui, un couple d'enseignants, il s'en sort pas, honnêtement. Oui, on ne peut pas. Et de toute manière, après, moi, sincèrement, ça me dérange pas de payer des impôts. Je vous le dis, ça me dérange pas dès lors que la redistribution est équitable. Donc, moi, ça me dérange pas de payer 4% d'impôts. Vraiment, ça me gêne pas du tout. Mais j'aimerais, par exemple, un peu plus, Linda, je te rassure, prétendre à l'allocation de rentrée scolaire parce que ça reste un budget qui est conséquent. Et sur la crise qui est inéluctable, bien sûr qu'elle est inéluctable parce que on va, nous, la middle class ou la classe invisible, comme moi je l'appelle, je pense qu'on va se joindre aux mouvements sociaux. Certes, on n'est pas pauvre, c'est vrai, mais on croule tellement sous l'impôt, c'est un peu comme 1789. Vous voyez, la Révolution française, elle a été déclenchée justement par le trop plein d'impôts. Donc je pense que c'est inéluctable et il faudra y participer parce qu'il est temps qu'on reprenne un peu les rênes de notre pays parce que là, ça ressemble à plus rien. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup Linda en tout cas pour votre appel. Bon courage. Et c'est vrai qu'on vous entend pas beaucoup, c'est vrai, ceux issus de cette classe en particulier, vous exprimez et pourtant vous subissez parce que vous ne bénéficiez d'aucune aide. Et pourtant, voilà, vous n'êtes pas non plus classé parmi les plus riches, bien au contraire. Vous gagnez un peu votre vie, mais au vu de ce qu'il faut reverser derrière et des taxes qui sont imposées, ça paraît compliqué évidemment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, avec 500 francs, tu remplissais un caddie entier.
500 francs équivalent aujourd'hui à combien d'euros? 80 euros. 80 euros, t'as rien dans ton caddie, hein, je te rassure. Avant, t'avais 500 francs sur toi, t'avais la musique de Scarface, Pushito de Limite. Effectivement, non mais c'est vrai, c'est hallucinant. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que on en parlait bien sûr de l'augmentation considérable du gaz. Mais le gaz, moi j'y suis au gaz, mais c'est incroyable de quelle manière ça augmente. C'est-à-dire aujourd'hui ça devient un luxe. L'électricité pareil, l'essence est encore plus haut qu'au début des Gilets jaunes. Rappelez-vous en 2019. Lorsque les Gilets jaunes... Oui, d'ailleurs, c'est à cause de ça que les Gilets jaunes sont sortis à la base. Oui, à la base, c'était sorti à cause de ça. Mais moi, je reviens sur l'histoire de l'autonomie des énergies et du nucléaire. Imaginez si demain, vous avez 40 millions de véhicules électriques et que vous êtes sortis Déjà, avec le nucléaire, on a fait l'estimation. On ne pourrait pas recharger 40 millions de véhicules avec nos centrales nucléaires. Déjà. Hein. Ouais. Alors, imaginez si on sort totalement du nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait faillite. Voilà. Écoutez, on en parlera avec Yannick Jadot, qui sera bientôt notre invité, les amis. Moi, j'aimerais bien qu'il me donne la solution. Qui est le candidat. Il te la donnera. Et puis en plus, pour construire des éoliennes et autres, là, tout ce qui est moche, qui fonctionne une fois sur 3, parce qu'il faut du vent et autres, il faut des industries, il faut de l'énergie pour les fabriquer. Eh bien, on lui posera la question à Yannick Jadot, qui est, je le rappelle, candidat choisi à l'issue de cette primaire ouverte d'Europe Écologie Les Verts. Donc Yannick Jadot en est ressorti vainqueur avec 51,03% des voix. Oui, Montarac. On a notre invité. Oui, je sais, j'ai vu. On va l'accueillir dans un instant sur France Maghreb 2. En tout cas, évidemment, vos avis nous intéressent, les amis, sur ce pouvoir d'achat. On en parle beaucoup, ou on n'en parle pas assez, justement. On parle trop de Zemmour en ce moment dans les médias, et on ne parle pas du pouvoir d'achat, de notre problématique économique, du quoi qu'il en coûte, de comment finir nos fins de mois, de comment répondre aux attentes, bien sûr, de cette classe, et qui est oubliée, que ce soit aussi les pauvres, qu'on essaye d'un temps soit peu aider, mais aussi des gens qui gagnent un peu plus leur vie, mais qui n'ont droit à rien. Voilà, c'est de cela dont il faut parler, et c'est de cela, je crois, qui est la priorité des Français aujourd'hui, bien plus que tout le reste que l'on évoque du matin au soir dans les médias. C'est pas Karim qui va me contredire pour le coup. Non, moi j'invite la classe moyenne à me contacter et il faut aller voter. On va contacter les prêts. On va se mobiliser. Voilà, Karim, très bien. Karim, président. Alors les amis, on va se rappeler de ce qui s'était passé il y a combien de temps d'ailleurs? C'était cette année, cette histoire d'agression. Il y a presque 6 mois. 6 mois, voilà. Alors, souvenez-vous, c'était à Cergy, il y a 6 mois en arrière. C'était un livreur qui a été agressé par un individu avec des propos racistes l'accompagnant. Et puis, un monsieur qui, effectivement, s'était illustré par un langage absolument incroyable, rempli de vers... aussi stupide que celui qui l'a prononcé, se faisant passer d'ailleurs pour un Algérien. Et il y avait un restaurant, puisque ça s'est passé à proximité d'un restaurant, cette histoire, le restaurant Le Brasco à Cergy. Nous avons le propriétaire qui est avec nous, il s'appelle Zoubir. Bonjour Zoubir. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on va essayer de relater un petit peu les faits. Donc ce fameux livreur agressé à proximité de votre restaurant, on est d'accord jusque-là? Oui, exactement. On a dit que cet agresseur, celui qui a prononcé les propos racistes, celui qui a agressé, était un employé de chez vous. Oui ou non? C'est ce qui a été dit en effet, oui. Mais il ne travaillait pas chez moi et c'est ce que j'ai essayé de prouver au fur et à mesure de toute cette histoire. Alors justement, c'est ce qu'on a laissé entendre. Et depuis, vous subissez un véritable harcèlement, Zoubir. Ça a été un lynchage médiatique et un harcèlement, c'était un harcèlement physique et moral. C'était très compliqué à vivre. Seul contre 1000. Seul contre 1000. Comment ça s'est passé exactement? Qui a fait partir l'info? Qui a fuité cette info, cette fausse information? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé avec une meute de gens devant votre restaurant appelant à quasiment vous décapiter, quoi? Moi, je suis un dimanche, une journée normale, basique, avec ma femme et ma fille. On se retrouve chez les voisins. On fait un petit barbecue, je m'endors. Et le lendemain matin, je me réveille avec un message sur ma boîte mail en disant raciste, resto de raciste, avec des insultes très haineuses. Et je me rends pas compte de ce qui se passe immédiatement. Je regarde d'autres mails et je vois les avis Google qui défilent avec des messages en marqué resto de raciste. Il y avait des cafards, il y avait des rats, il y avait tout ça. Donc au moment où je vois ça, je réveille ma femme, il est 6h du matin, et je lui dis on a un problème.
il y a un énorme problème, il faut absolument que tu regardes, c'est compliqué. Elle jette un coup d'œil sur mes mails, et en effet, on voit que j'ai une note sur Google, qui est la note de mon restaurant, qui était de 4,2, auquel je descends à 1, la note la plus basse. Mmh. Je constate qu'il y a un gros problème, je vois que sur un lien, il y a une vidéo en dessous, mais je me dis que c'est un spam. Je suis encore dans mes rêves, moi, à ce moment-là. Et quand je clique sur cette vidéo, parce que je me dis, il faut que je clique, je vois la vidéo de la personne qui insulte la dame au-dessus de mon restaurant. Oui, on a vu les images, effectivement, où il dit des saloperies, évidemment, sur les Noirs, comme quoi l'Algérien qu'il est... ce qu'il dit, c'est inaudible. Oui, c'est inaudible. C'est d'une violence inouïe. Absolument. C'est totalement... En plus, il méconnaît totalement son histoire, cet individu. Quoi qu'il en soit, donc, il n'a jamais travaillé chez vous. Alors, ne le connaissez pas, cet individu. Alors, ce qui se passe, c'est que quand cette vidéo passe, au-dessus de chez moi, il y a une dame qui filme, celle qui se fait agresser. Ouais. Il faut savoir que l'histoire, elle se passe entre un livreur Uber Eats qui vient récupérer une commande dans mon restaurant, sachant qu'on est en période de couvre-feu, qu'il est 21h à 21h, et puis personne ne peut accéder au restaurant, à part les livreurs, et qu'un livreur vient récupérer une commande chez moi. Donc j'ai une personne qui est en cuisine, qui ne voit absolument personne à l'extérieur, et qui est censé donner la commande au livreur. Donc il n'y a personne à la caisse, parce qu'on n'a pas d'encaissement, il n'y a pas d'argent qui... Oui, il vient juste récupérer sa commande. Exactement. Et cette personne vient récupérer la commande. À côté de mon restaurant, il y a un autre restaurant qui est collé à moi, qui est une pizzeria. Et il y a 4 individus qui vont dans cette pizzeria pour commander des pizzas à emporter, sachant qu'il est à peu près 22h45. Ils commandent des pizzas, le livreur Uber qui est devant mon restaurant écoute de la musique sur son petit vélo. Et là, la personne qui commande la pizza dans l'autre restaurant interpelle le livreur en lui disant « Est-ce que tu peux baisser ta musique ? Je suis au téléphone avec ma femme, etc. » En arrive une dispute, ils se battent. La personne qui commande la pizza agresse le livreur, mais sauvagement, donc il lui met à peu près 5 coups et le tape par terre. Donc ça fait du bruit. Et à ce moment-là, la voisine du dessus prend son téléphone et décide de filmer la scène. Quand elle filme la scène, le livreur est amoché, hein, franchement, ce qui lui arrive est... Oui, il est en sang, on le voit sur la vidéo. C'est horrible, ce qu'il a vécu, c'est vraiment un calvaire. Le pauvre, franchement, c'est très compliqué. Et il est perdu même, quand on le voit dans les images. Et l'agresseur s'en prend à la dame qui est au-dessus, et qui filme, et les images parlent d'elles-mêmes quand il l'insulte, qu'il la traite de tous les noms. À ce moment-là, la dame le filme, elle lui dit enlève ta cagoule, etc. Il enlève sa cagoule. Et il y a un échange qui fait que la dame lui dit moi, de toute manière, je suis propriétaire, je habite ici, et je suis propriétaire. Lui, bête comme il est, il profère cette phrase moi, je travaille ici et j'habite ici. Ouais. Sachant qu'à ce moment-là, il n'est pas devant mon restaurant, il est devant l'autre restaurant. Mais la vidéo filme mon enseigne, et la fille qui est au-dessus dit, à un certain moment, elle dit oui, c'est le Brasco, et c'est le Brasco, c'est le Brasco. Là, la vidéo est diffusée 3 heures plus tard. Il y a des stars de la télé qui font, comme Maître Gims, comme Joey Star, comme tout ça, qui ont des fortes communautés, qui diffusent cette vidéo-là. Et là, c'est le calvaire. Ouais. Alors, quel calvaire vous subissez donc on est lundi matin, vous voyez donc ces menaces, ces propos. Alors moi, je vois les propos que je condamne formellement. Hein. C'est ce qui a été dit, c'est horrible. Je comprends la dame qui a filmé d'ailleurs. Et à ce moment-là, moi je décide d'aller ouvrir mon restaurant parce que je n'y suis pour rien. Je sais qu'il travaille pas chez moi, donc ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous décidez d'ouvrir le restaurant et alors qu'est-ce qui se passe ? Alors non, je vais porter plainte parce que je reçois des menaces de mort. Je sais pas si je peux les dire, mais il y a fils de pute, on va te brûler, toi et ta femme et ta fille. Mais qui vous envoie ces menaces de mort ? Est-ce que vous le savez ou pas ? Ah oui, on le sait. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils vont être convoqués par la police. Et ils vont être amenés à être convoqués, ouais. Mais c'est les individus qui font ça à titre personnel ou c'est au nom d'une ligue ou je ne sais quoi ? Alors non, au début, c'est des gens à titre personnel. Ouais. Il faut savoir que le message après est diffusé par la Ligue de défense noire africaine. Qui a été dissoute hier matin. Qui a été dissoute hier matin. Alhamdoulilah. Comme on dit, exactement. Et eux décident de venir devant mon restaurant et d'ameuter tout le monde pour venir
faire un boycott de mon restaurant. Ouais. Donc moi je portais plainte au niveau du commissariat de Cergy. Au début on me dit écoutez il y en aura pour 2 heures. Je leur explique que non, des menaces de mort dans 2 heures je serais peut-être pas en vie encore. Et je décide d'aller dans mon restaurant. J'arrive devant mon restaurant, j'ouvre mon restaurant et j'ai un salarié à moi qui bosse, qui est un Sénégalais. C'est le seul qui travaille à la caisse le soir, qui est là avec un autre salarié qui est gabonais. Donc tous les deux viennent devant mon restaurant pour me soutenir et dire non mais au fait ils travaillent pas chez nous, donc c'est nous deux qui bossons à la caisse. À ce moment-là il y a quelques individus qui arrivent, on va dire une dizaine. Moi je vois tout de suite que ça va pas être bon. Ils commencent à m'interpeller. Il y a une dame qui vient souvent manger devant mon restaurant, dans mon restaurant, et qui vient et qui m'interpelle, qui me dit mais je comprends pas monsieur, c'est honteux ce que vous avez fait. Je dis mais non madame, je n'ai absolument rien fait. Et ça n'est pas chez moi, vous connaissez les gens qui bossent chez moi, vous savez très bien qu'il n'est pas chez moi cet individu. À ce moment-là, il y a beaucoup d'individus qui arrivent devant mon restaurant et ils commencent à me molester en me disant « Tu nous le donnes, il habite où, c'est qui, c'est toi ou lui ?» Là, ça devient très difficile, on passe de 10 à 50, de 50 à 100 personnes, je suis tout seul. Hein. Il n'y a pas de policiers, il n'y a rien du tout. Il y a une brigade de police municipale qui vient, ils sont 2 personnes. Ils arrivent, ils décident de se mettre entre moi et la foule, ce qui est très compliqué. Et là, je me fais agresser verbalement. Il y a même les 2 livreurs à moi qui se font prendre à partie en se faisant traiter de négro arabe, de bounty, etc. Ce qui est hallucinant dans une histoire de racisme. Et tout de suite, une brigade une centaine de policiers viennent intervenir devant mon restaurant parce qu'il y a un rassemblement. Il y a à peu près, il est 11h45, il y a à peu près 500 personnes. Ouais. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de fermer? Alors là, oui, on me demande de fermer. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est mon restaurant, c'est ma vie. J'ai mis toutes mes économies pour pouvoir changer de vie et avoir une vie un peu plus différente de celle que j'avais avant. On me demande de fermer mon restaurant. Je ferme mon restaurant, mais il faut absolument que je puisse partir de mon restaurant. J'ai pas de sortie de secours. Ouais. Donc ils décident de m'exfiltrer. On m'exfiltre, on me met dans la voiture. Et puis on m'escorte jusqu'à un endroit. Et à partir de cet endroit-là, je suis livré à moi-même. En train de me dire que c'était... Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Zoubir, justement, le fait de ne plus aller finalement chez vous, travailler là, sur une base mensongère. Mais là, c'est le chaos, en fait. Ouais. Mais c'est tellement un chaos que tu as l'impression que tu es dans un film d'horreur. Si je peux me permettre, j'ai parlé pendant tout l'été avec Zoubir. Et Zoubir a oublié en fait de compléter que l'arrivée massive des personnes et la mobilisation qui a été faite dans les réseaux sociaux, il m'a dit que ça allait jusqu'à plus d'1 millier de personnes devant son restaurant qui voulaient sa tête ou la tête de la personne qui avait fait ça alors qu'il n'avait rien à voir. Et en plus de ça, peut-être que je devance ce que tu vas dire, mais cette pression médiatique qui a été une horreur. Vraiment, on a mis une cabale sur un type qui n'a rien demandé. Et je veux dire, même si ça aurait été son employé, c'est pas lui le responsable. Ouais. Et que là, Cyril Hanouna, et là, je reproche directement Cyril Hanouna, le mettre face à un enfin, bon, je vais faire attention parce que voilà, tu me l'avais dit la dernière fois, face à Gucci, qui est une personne, là, je peux le dire quand même, qui est nuisible, et le servir à l'opinion publique comme ça, alors que on ne connaît pas la vérité. Moi, ça m'a scandalisé. Et en plus, le pire, c'est que Zoubir, et ça c'est démonstratif aussi de la communauté maghrébine, il a été totalement abandonné et on l'a marqué au fer rouge comme étant un raciste. Il a été abandonné et ça vraiment, ça m'a énervé, alors que le vrai raciste et le vrai manipulateur, il a été arrêté. Ça a été Gucci. Il a été arrêté aussi, l'agresseur, oui, évidemment, en question. Oui. Zoubir, est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, ça y est, ça va enfin retomber, la vérité va ressurgir et je vais pouvoir reprendre mon travail? Alors non, parce que, comme tu disais, quand j'étais chez Cyril Hanouna, il y a une pression médiatique. Il faut savoir que toute la journée, j'ai des bandeaux sur CNews, sur BFM TV, qui diffusent le Brasco. Et c'est inarrêtable. Et là, ça va, c'est pire. C'est-à-dire que je reçois des menaces de mort, mais du monde entier. Moi, quand je vais chez Hanouna, j'essaie de me défendre, mais je savais pas qu'Eguchi était là et qu'il devait être... T'avais pas prévenu? Non, il devait pas venir. Non, pas dit. Non, il devait y avoir que la fille qui disait à peu près la même chose que moi. Ouais. Et non, lui, il est arrivé, il devait soi-disant calmer les choses, ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Et il a attisé un peu la... Il s'est ridiculisé, hein, je te rassure. Ouais, bien sûr, c'est ce que tout le monde m'a dit. Bah oui. Mais tu sais, sur le plateau, quand il commence à dire ce Mourad-là,
3 jours avant a été vu, Mourad, c'est l'agresseur. Ouais. Ce Mourad-là a été vu 3 jours avant dans ce restaurant de ce monsieur, en parlant de moi, en disant qu'il avait bousculé une fille, il avait traité de sale négresse à une heure de grosse audience. Les gens, derrière, quand ils ont entendu ça, ils m'ont massacré. Même si lui... Ce qui est faux. Oui, c'est bien sûr que c'est faux. Aujourd'hui, on sait qu'il a jamais travaillé chez moi. Ouais. Donc moi, à ce moment-là, je suis au bout du rouleau. C'est un rouleau compresseur. Il faut savoir que la police ne m'écoute pas. La police me dit, monsieur, on sait qu'il a travaillé chez vous, on a fait une enquête. Tout ça, mais c'est un rouleau compresseur. Il ne s'arrête jamais. Jusqu'au moment où la personne se fait arrêter, je me dis, je vais être confronté à lui, ça va être fini. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Oui. Mais non. Que nenni. Mais non, parce Qu'est-ce que qui se passe à ce moment-là, moi, j'essaie de voir avec le maire pour essayer de me dire comment on fait pour ouvrir. Moi, ce que je veux, c'est rouvrir mon restaurant. Et il me dit, c'est très compliqué pour l'instant. On a peur que ça en devienne une guerre arabe contre noir. Et je lui dis, oui, mais il faut pas en arriver là. On ne peut pas en arriver là. C'est pas du tout. Déjà, c'est pas l'image de mon restaurant. Et puis, c'est pas l'image de la ville de Cergy. Et je décide avec le maire, me dit, il faut aller voir le procureur qui fasse un démenti. Donc on arrive à interpeller le procureur qui fait un démenti au moment où la personne se fait passer ses 48 heures de garde à vue et qu'il est incarcéré. Et une fois qu'il fait son démenti, je le diffuse sur mes réseaux, mais comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est vrai, c'est toujours vrai. Et là, je me retrouve tout seul. Donc mon resto fermé j'avais 7 jours de fermeture administrative. Moi, je décide pour ma sécurité et la sécurité du restaurant et de mes employés, de prolonger à 15 jours avec le commissaire, le préfet et le maire. Mais là, je vis les 15 jours les plus durs de ma vie. À rester chez moi, être enfermé, pas pouvoir aller devant mon restaurant, pas pouvoir aller... travailler, tout simplement. Mais non, et puis te dire que t'es coupable d'un truc que t'as pas fait. Ouais. Les gens, pendant une semaine... C'était menace sur menace sur menace sur menace. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ces 15 jours, Zoubir ? Alors, à l'issue de ces 15 jours, j'arrive à rouvrir. On me propose de rouvrir, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est l'histoire. Ça doit être le 13 ou le 15 juin. Je décide d'ouvrir un samedi parce que je me dis c'est un jour cool, c'est un jour pour les familles, c'est un jour honnête. J'ouvre ma terrasse, il est à peu près 11h. À 11h, il y a une personne qui passe, qui arrive et qui me dit on t'avait dit de pas rouvrir ton restaurant, on arrive. Avec des mots insultants et tout. Je décide d'appeler la police, qui était prévenue du fait que j'ouvrais. Et à ce moment-là, ils arrivent et ils me disent écoutez monsieur, il faut absolument refermer votre restaurant, j'ai un ordre d'au-dessus, et voilà, vous allez refermer votre restaurant. Je leur explique que je ne vais pas fermer... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des individus qui profèrent des mensonges, qui insultent, qui agressent, qui ont raison. C'est ça la République aujourd'hui. La République, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la base des réseaux sociaux, on peut énoncer un mensonge et empêcher l'ouverture d'un restaurant alors qu'il y a eu un démenti du procureur. Hein. Rappelons-le. Mais il faut savoir que... C'est hallucinant. Il faut savoir que la Ligue de défense noire africaine, donc Eguchi, quand il est venu devant mon restaurant, et qu'il y avait à peu près 1000 personnes, avait dit on boycotte le Brasco. Il faut boycotter absolument le Brasco. On va le boycotter. Même sur le plateau de Cyril Hanouna, il a même dit il faut boycotter tous les Brasco. Et c'est ça qui a fait que ça envenimait les choses. Les gens ont boycotté, même encore aujourd'hui, je peux le dire. Aujourd'hui, j'ai perdu 45% de mon chiffre d'affaires à cause de cette histoire. Aujourd'hui, vous êtes ouvert ou pas ? Ouais, j'ai réussi à rouvrir. Ouais. Ça s'est calmé ? Ça s'est calmé, oui, bien sûr. Ouais, ça s'est calmé. Ça a été très dur. Parce que, depuis combien de temps ça s'est calmé, Zoubir ? Ça a mis, j'ai dû mettre un bon mois pour relever un petit peu la tête. Christophe, tu nous invites au resto de Zoubir ? Quoi ? Tu nous invites au resto de Zoubir ? On y va tous. Vous invite, moi, tu crois que j'ai... Ouais, on y va tous, bien sûr. Avec la carte de la radio, on y va. Ah oui, ça, il faut... T'arrêtes pas vie, ça, c'est autre chose. Zoubir, aujourd'hui, avec du recul, donc aujourd'hui, ça va mieux. Alors aujourd'hui, oui, ça va mieux. C'était très compliqué pour ma femme et pour ma fille. On n'a pas dormi chez nous pendant des jours parce qu'on était menacés de mort. Nos adresses ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Donc l'adresse, le nom de ma femme. Vous avez porté plainte ? Ouais, j'ai plus. Ça en est où ? Alors j'attends toujours. Ils doivent tracer à peu près les personnes qui ont diffusé des messages, surtout celui qui a donné mon adresse. Et on a porté plainte, oui, bien sûr. J'ai pris un avocat, Maître Jakubovic, qui m'a accompagné pour me défendre au procès du certain Mourad. À l'audition, il y avait des gens qui étaient là pour
écouté si vraiment ils travaillaient chez moi ou pas. Bon, ils ont tous entendu que malheureusement, ceux qui étaient persuadés qu'ils bossaient chez moi, ils ne travaillaient pas chez moi. Il y a même des gens dans l'audience qui sont venus me voir en me disant, bon, bah écoute, tu n'auras plus de soucis à Cergy-Pontoise, voilà, c'est clair. C'est eux qui font la loi, c'est hallucinant. Vos appels et vos réactions dans un instant, celle de Karim et de Tarak. Et voilà, cette histoire, il était important de donner la parole à Zoubir. Finalement, est-ce que le fait d'avoir été chez Hanouna, tu le regrettes ou pas? Pas du tout, parce que si j'avais pas été chez Hanouna, je me serais fait exploser. Les gens ont vu ma sincérité dans mon visage, parce que j'étais pas bien. Et puis ils ont vu qu'il y a des personnes qui ont dit des conneries, comme deux chroniqueurs qui ont... Alors bouge pas, on y revient dans un instant. J'ai la pub, on s'en débarrasse et on est de retour très vite. À tout de suite. Le grand forum avec notre invité Zoubir, propriétaire du restaurant Le Brasco. Vous en avez entendu parler évidemment dans l'affaire du livreur agressé du côté de Cergy. Effectivement, puisque l'enseigne du restaurant de Zoubir a été bien affichée sur les réseaux sociaux, et la Ligue de défense des Noirs africaines, qui a été d'ailleurs dissoute hier, a appelé au boycott du restaurant de Zoubir sous prétexte que vous auriez, et ça a été démenti par le procureur et par vous-même, vous étiez l'employeur de ce monsieur, donc qui était l'agresseur en l'occurrence, et qui a insulté toutes les personnes de couleur noire. Donc vous avez mis beaucoup de temps à réouvrir, il y a eu démenti du procureur, et puis vous avez tenté de réouvrir, et puis on vous a incité à refermer, et finalement vous avez pu réouvrir. Comment ça s'est passé la réouverture, j'ai envie de dire la vraie, quoi? Bah, la vraie, quand on me redemande de fermer, bon, je précise que non, je ne fermerai plus. Si je ferme une dernière fois, alors, c'est fini, c'est fermeture totale du restaurant, je le sais, je le sens. Et je dis à la police, je leur dis, écoutez, on avait vu avec le commissaire qu'il devait y avoir une police à proximité qui devait surveiller. Ce qui est normal. Ouais, bien sûr, sauf que j'ai pas été surveillé, hein, j'étais tout seul. J'étais livré à moi-même, comme depuis le début de cette histoire. Du coup, j'ai rouvert, j'avais une pression de ouf, c'est-à-dire que j'avais tellement mal au ventre de me dire, il y a quelqu'un qui va rentrer, il va te mettre un coup de couteau ou te taper, ou je sais pas, tu psychotes tellement l'histoire elle est folle. J'arrive à rouvrir, on me demande de partir des lieux et de laisser mes employés bosser. Donc je pars, je reste pas très loin pour voir ce qui se passe au niveau de mon restaurant. On arrive à bosser un petit peu, c'est la journée du samedi là. Et le soir, en fermant, ça se calme, il y a pas trop, il y a des gens qui passent devant mon restaurant en gueulant, si on voit un noir rentrer dans le restaurant, on lui nique sa mère. Je suis désolé des mots, hein, mais c'est ce qui est dit. Donc c'est très compliqué, je suis pas bien. À ce moment-là, je suis vraiment pas bien. On continue, le lendemain je rouvre, c'est moi qui ouvre, parce qu'il faut savoir que mes salariés ne veulent pas venir travailler, ils ont peur. Donc il y a personne à la caisse. Donc c'est moi qui suis obligé de faire la caisse jusqu'au moment où il y a un de mes salariés qui vient et qui me dit, bon bah oui, je vais faire la caisse, il y a pas de problème. Donc le dimanche soir, à partir de 20h, mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des mots en disant, ouais, on est des noirs, on peut venir manger dans votre restaurant. Et que ça dure pendant 2 heures, donc je suis obligé de couper le téléphone. Il faut savoir aussi que les gens qui ont demandé du boycott de mon restaurant m'ont fait fermer toutes les plateformes de livraison en ligne, comme Uber Eats, Just Eat et Deliveroo. Ils les ont appelés en leur disant, oui, on ferme Brasco, je sais pas comment ils ont réussi à se démerder, mais je n'ai pas eu de livraison à domicile pendant à peu près 15 jours. Parce qu'il fallait que je renvoie tous les documents, mes pièces d'identité, la totale, pour expliquer que non, en fait, les gens avaient usurpé mon identité. Mais comment, sur un coup de téléphone, ces plateformes, elles sont pas sérieuses de fermer comme ça? Enfin, c'est vraiment... C'est sidérant, quoi. Vraiment, je peux vous le prouver, mais vraiment, je n'avais pas de plateforme pendant plus de 15 jours. Il fallait que je renvoie toute ma pièce d'identité, mon cabis, tout ce que j'avais déjà envoyé au tout début. Comment ça s'est calmé, Zoubir? Alors, ça s'est calmé avec le temps. Avec des gens qui sont venus manger chez moi et qui sont affichés chez moi sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on y mange d'ailleurs chez toi, Zoubir? Alors chez moi, c'est une brasserie en mode fast-food. Ouais. Donc tu peux manger une entrecôte. Ouais. Tu peux manger un burger fait maison avec un pain fait maison, avec un steak haché maison. Non, on y mange très bien. On peut tout manger. Au fait, il y a des clients qui viennent manger le midi, tous les midis, parce que je suis pas cher et on y mange très bien. Bon, eh ben tu sais ce qu'on va faire. On va venir faire une émission chez toi. Eh ben avec plaisir. Voilà. Comme ça.
Hein, Karim, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi je vais venir. Écoute, moi en parallèle de mon métier, j'enseigne à l'université de Cergy. Ah bah voilà. Donc ça sera à côté. Donc je suis juste en face. Non seulement je mais manger une entrecôte à 16h, ça te dit? Je vais pas attendre que mes cours démarrent pour aller manger. Moi je suis prêt. Je pense que le meilleur moyen, le meilleur moyen de le soutenir. Exactement. C'est d'y aller. C'est d'y aller. La deuxième chose, on va mettre ça en place. Comme quoi un mensonge peut être terrible. C'est terrible. Les conséquences. Le poids des réseaux sociaux. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux, ils ont une responsabilité. Moi, je suis désolé, quand on appelle à des choses comme ça sur les réseaux sociaux, pour d'autres sujets, vous êtes poursuivis, condamnés. Les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. À un moment donné, il faut qu'ils assument. Hein. Bien sûr. Ils sont censés avoir des modérateurs. Et quand j'entends ce que vous dites, ça fait froid dans le dos. Hein, parce que au-delà du préjudice économique du restaurant, c'est aussi le préjudice moral d'une famille, voire même d'un entourage. Parce que je suppose que vos parents, vos frères et sœurs et autres, tout le monde est terrorisé. Et ça peut arriver à n'importe qui. À la base, pour un inconnu qui est filmé sous un angle où on voit votre enseigne. Votre enseigne. Alors qu'en fait, vous n'avez rien à voir avec tout ça, ni vous, ni le voisin en réalité. C'est un truc, franchement, c'est un truc incroyable. Ce qui me désole, c'est que ça ait pu aller aussi loin. Et j'espère pour vous que justice sera rendue et que votre honorabilité sera aussi reconnue. C'est-à-dire que ces médias qui ont diffusé quelque chose alors qu'on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, eh bien, la moindre des choses, c'est qu'ils soient condamnés à reconstruire en fait votre honorabilité. Et quand on voit quelqu'un réussir comme ça, eh bien, il faut pas, je dirais, vouloir le mettre à mal. Juste pour conclure, il faut avoir en tête, donc tous les auditeurs, et j'espère que tu donneras l'adresse de ton restaurant. Évidemment qu'il va donner. Parce que le meilleur moyen de soutenir, c'est ça. C'est d'encourager. La deuxième chose, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Quand on voit les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut vous détruire. Ce qui m'étonne, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des gens menacés, on leur attribue des gardes du corps, etc. Vous en avez eu ou pas, Zoubir? Il faut savoir que la police tournait autour de mon domicile, que si je passe un coup de téléphone, ils savent exactement où je suis, à quel moment aujourd'hui. Ouais. Et c'est juste ça que j'ai. Il n'y a pas de. D'accord. Donc, si je comprends bien, la police est bienvenue aussi pour venir déjeuner. Et puis, bien sûr. Et ils restent à côté. Mais ils ont été. Il faut être honnête, ils ont été admirables. Zoubir, est-ce que la communauté maghrébine de Cergy vous a soutenu ou pas? Je vais être honnête. Dis la vérité. Je vais être honnête. Non. Non, je vais être honnête. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus me soutenir. Et c'est ça qui a été très difficile pour moi. C'est dur, c'est pas facile. Ça a été très dur à comprendre. Franchement, à ce moment-là, c'est ma famille qui m'a vraiment soutenu. Ouais. C'est mon entourage, mes amis. Mais non, après, c'était très compliqué. Cergy, ils avaient du mal. Je pense qu'ils ont pas capté le truc et ils se sont laissés avoir par le fanatique. Ouais. Alors on accueille Jamel qui est au téléphone au 01 40 33 9000. Salut Jamel. Excusez-moi. Oui, salut. Salut Jamel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles avec qui toi? Comment allez-vous? Je suis désolé, je suis à la radio là. D'ailleurs, je passe le bonjour à mes gardiens de l'ellipse à Chanteloup-les-Vignes, devant moi. Alors moi, le Brasco, je le connais parce que je connaissais les propriétaires d'avant, mais de la boutique qu'il y avait avant. J'y suis allé manger au départ, donc c'est très très bon, ça je le confirme. Et ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, il a été victime de saloperies, pardon du terme, mais ça a été des saloperies divulguées par diverses personnes, relayées par d'autres. Donc comme ça a été dit, j'espère que ça sera puni. Mais c'est surtout qu'en plus, il a été livré à la vindicte, même pas populaire, c'est même pas populaire là sur le coup, sous des propos mensongers de la part de Gucci, et c'est franchement du grand n'importe quoi. Donc moi, les gens aujourd'hui, ça m'a fait un peu peur. On en a discuté puisqu'on connaît très bien l'endroit. Je suis un ancien d'RGB qui est à côté du resto, et c'est franchement cool. Merci Jamel en tout cas pour allez manger chez lui. Voilà, il appelle à aller manger chez toi. Merci Jamel. Voilà. Je veux être là parce que en fait, c'est de la très bonne bouffe. Ils sont pas fachos du tout. Eh ben Jamel, tu viendras avec nous le jour où on ira, d'accord mon Jamel? Moi, il y a aucun problème. Ok, allez, je t'embrasse. Merci beaucoup mon Jamel. Merci beaucoup. Bon, Zoubir, aujourd'hui, avec le recul, d'abord, est-ce que tu as porté plainte contre ce fameux Gucci ou pas? Oui. Oui. Ouais, non, on a porté plainte contre lui. J'ai porté plainte. Je vais être honnête. J'ai porté plainte contre 2000 personnes. 2000 personnes. Ouais, j'ai à peu près 25 000 menaces de mort.
Et j'en ai 2000 qui sont très hard. Donc oui, qu'on va pas lâcher. Très bien. Eh bien, Zoubir, merci beaucoup en tout cas d'être venu ici. On va se mettre en accord pour aller faire une émission chez toi. Avec plaisir. Voilà, ça serait un bon moyen pour soutenir évidemment. Et puis, je voudrais juste compléter l'honorabilité de Zoubir et de son restaurant. Je voudrais juste compléter, Christophe. Le jour même, il y avait un meurtre raciste dont on n'a pas parlé, une mère de famille avec son enfant qui s'est fait poignarder à la gorge par un fanatique évangéliste à Bruxelles, et personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Le mépris sur la communauté musulmane parce que la dame était voilée, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. C'était un évangéliste congolais qui l'a poignardé au niveau de la gorge devant son enfant. Donc imaginez le traumatisme, le veuf. Jusqu'à maintenant, le mari, il s'en remet pas. Ouais. Mais je crois qu'il est temps vraiment de légiférer sérieusement et durement sur la gestion des réseaux sociaux, parce que c'est vrai. En fait, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'il y a beaucoup de CV qu'à cette heure-ci, l'auditeur est un petit peu en activité, Karim. Oui. On est avec Zoubir, le propriétaire du restaurant Le Brasco à Cergy. C'est en rapport avec l'affaire du livreur agressé par un individu qui avait proféré des insultes racistes envers votre voisine d'ailleurs. Et on avait aperçu votre enseigne, Zoubir, et donc vous avez été jeté à la vindicte de ces sauvageons qui ont appelé à votre boycott et surtout qui ont proféré des menaces sous prétexte que soi-disant ils travaillaient chez vous, alors que ça a été évidemment contredit, démenti par le procureur et par vous-même évidemment, mais que nenni, on n'a rien voulu savoir. Et ça a été menace sur menace, menace de mort envers vous et envers votre famille. Vous avez pu enfin réouvrir. Et voilà, vous avez porté plainte, comme vous dites, contre 2000 personnes qui vous ont fortement menacé. Merci beaucoup, Zoubir. En tout cas, on va venir faire une émission chez vous parce que c'est important aussi de soutenir. Et on va venir manger, surtout. On va venir manger et on appelle l'adresse du Zoubir parce que je pense qu'on peut la donner, ça mérite. Alors, c'est le 15 rue Traversière, c'est à Cergy. C'est juste en face de la fac de Cergy-Pontoise. Très bien. C'est pas loin d'où vous travaillez, Karim Alouache. Très bien. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. C'est super. Je vous remercie bouge pas, si t'as un petit peu de temps, reste. On va mettre là, ça en place. Voilà. On va faire un petit tour du côté de la Normandie, les enfants, avec Tarek Mami, puisqu'il y a un forum Paix Normandie qui s'y déroule, qui a démarré aujourd'hui. Tarek Mami, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, donc France Maghreb 2 est aujourd'hui à Caen, en Normandie, pour un forum mondial pour la paix. C'est la 4e édition, après donc l'interruption de l'année dernière à cause du Covid, avec un programme très riche qui se déroule aujourd'hui, jeudi 30 septembre et demain 1er octobre, donc toute la journée, aujourd'hui de 9h jusqu'à pratiquement 23h, et demain de 9h à 20h, avec des panélistes qui viennent de partout. Et j'ai rencontré dans les couloirs en mon promenant à la fois quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, cher Christophe, monsieur l'ambassadeur de Tunisie, Razi Gharairi al-Musco. Ah oui. Que madame la sénatrice, Catherine Desailly, qui nous avait beaucoup aidé il y a quelques années pour la mise en place de la radio numérique, le fameux DAB qui aujourd'hui s'installe, mais aussi notre ami et chroniqueur Emmanuel Dupuis, qui a animé tout à l'heure une première table sur la Libye. Et là, il est en train d'animer une seconde table sur l'Afghanistan. Et ce programme de la paix mondiale et de la sécurité se déroule dans un endroit extraordinaire, une ancienne abbaye aux Dames, qui a été donc réhabilitée, qui gardait les murs du XVIe au XVIIe siècle, avec à l'intérieur ce que vous voulez avoir, l'électricité, la Wi-Fi, des locaux super bien faits, des tables. Donc c'est vraiment un endroit pour travailler extraordinaire. Et ce genre de séminaire, en ce qui me concerne, moi qui en a couvert beaucoup dans ma vie, m'ont manqué. Et là, j'ai l'impression que la vraie vie reprend avec surprise et bonheur, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir un millier de personnes quand même. Et la région a tout fait. On dirait que la ville ne vit que pour ça, comme pour les villes où le foot est roi, puisqu'il y a des navettes gratuites entre la gare, les lieux de séminaire, les hôtels, et ça circule, mais c'est super bien organisé, une ville qui vit pour une séminaire de la paix. Et donc, pour faire vite, aujourd'hui, on a eu droit à une thématique qui s'appelle la Libye, une autre, le Yémen, une troisième, la Turquie, une quatrième, donc, le Sahel en général, la suivante,
c'est plutôt donc l'Afghanistan et l'Iran. Demain, on aura donc encore l'Afghanistan, la justice mémorielle, l'Europe, quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, j'invite les auditeurs de France Maghreb 2 qui habitent à quelques kilomètres de cette belle ville de Caen. En plus, une ville traversée par l'eau qui s'offre. Ça fait un peu comme la Seine, sauf que la mer est à une quinzaine de kilomètres. Donc, une ambiance extraordinaire et surtout un beau soleil qui nous donne envie d'être à la fois sous les tentes, parce que ce sont des tentes qui sont installées pour les différents séminaires, et à la fois à l'extérieur pour profiter de ce petit soleil du mois de septembre, après octobre. Et donc, on fera un résumé plus tard, sinon demain, et on aura donc normalement quelques interviews, soit en direct, soit en enregistré, puisque on va faire, comment dire, de l'interventionnisme dans l'émission, tout en ne perturbant pas ce que vous aviez préparé pour les uns et pour les autres. Merci Tarek et bon forum. Voilà, en tout cas ça fait plaisir du côté de la Normandie à Caen. Ça se déroule donc aujourd'hui, ce 30 septembre, mais aussi demain, bien entendu, et on y parle de vrais sujets. Ça va faire résonner les oreilles de Nicolas Sarkozy là pour la Libye pour le coup, hein, celui qui a été, rappelons-le, condamné. Alors il a été cité sans être cité. Ouais. Et on a posé juste la question. On se demande aujourd'hui, 10 ans après, pourquoi Sarkozy a été en Libye. Et quelqu'un a levé la main pour dire qu'il pour avoir assassiné, monsieur les panélistes, vous dites Kadhafi est mort en 2011. Non, Kadhafi, et c'est un jeune lycéen. Il dit non, je vous rappelle que Kadhafi n'est pas mort. Kadhafi a été assassiné. Il a été abattu volontairement. Et donc, on n'a pas été plus loin sur la condamnation de ce jour, mais son nom n'a pas suscité de réaction d'admiration. Merci Tarek, en tout cas, pour ce petit résumé de ce premier jour de la tenue de ce forum qui s'appelle Forum Paix Normandie. Alors, Forum mondial pour la paix en Normandie. En Normandie, très bien. Merci beaucoup Tarek et bon forum donc et on se retrouvera évidemment plus tard et demain bien entendu sur France Maghreb 2. À vous. Bonne soirée, merci beaucoup. Nadia de Saint-Etienne, je crois, est avec nous. Salut Nadia. Salam alaikum Christophe, salam alaikum, bisous à tous. Merci beaucoup Nadia. Voilà, la belle histoire, il y a longtemps que tu n'avais pas entendu, il me tarde de t'entendre. Il est là, il écoute. Oui, alors écoute, moi Christophe, t'es journaliste, tombe bien. Pour toi et Karim, là, je voulais dire un truc. Notre frère Zoubir, là, il était victime des médias. Et parce que quand vous êtes journaliste, vous cherchez la base, en fait, vous cherchez la vérité, si c'est vrai l'info ou pas. On peut pas diffuser des choses comme ça, quand même. Voilà, pour le coup, c'est pas les journalistes qui sont... carrément avec sa vie, Nadia, c'est ignoble, c'est immonde. Nadia, c'est pas les journalistes qu'il faut incriminer pour le coup, là, c'est vraiment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Et cette bande d'individus, notamment de cette fameuse ligue de défense noire africaine qui a été dissoute, rappelons-le, hier en Conseil des ministres. Il y a aussi les journalistes, hein. Ah oui, vas-y, raconte. Pourquoi les journalistes alors? Il y a les journalistes parce qu'il faut savoir que le Parisien diffuse un message dès le matin en disant le restaurant Le Brasco. Il faut savoir que toutes les chaînes de télé disent le restaurant Le Brasco. Tout le monde mentionne le restaurant Le Brasco. L'affaire, ce n'est pas l'affaire du livreur. Après, c'est devenu l'affaire du livreur, mais au début, c'est l'affaire du Brasco. C'est sur tous les médias, c'est Le Brasco. Et c'est là où le mal est fait. Ah bah oui. Parce que donc elle fait bien Nadia en fait de pointer du doigt aussi les journalistes qui n'ont pas fait leur boulot. Nadia elle a tout à fait raison. Il faut savoir que moi j'ai réussi à joindre une personne de chez du Parisien à qui on a expliqué dès le début qu'il fallait absolument démentir l'histoire. Et ils l'ont pas fait. Si ils l'ont fait parce ils l'ont fait juste après qu'on les ait eus en leur expliquant. J'ai un voisin qui est très calé et qui bossait avant au Parisien et qui a porté sa parole en disant écoute je le connais c'est mon voisin c'est sûr il ne travaillait pas chez lui vous êtes en train de vous enflammer pour rien. Et c'est ce qui s'est passé après. Bah merci en tout cas Nadia. Merci Nadia. beaucoup Nadia pour cette prise de parole. Merci beaucoup Zoubir. On organise ça. On va venir chez toi rapidement. Manger les bonnes entrecôtes. On mange quoi d'autre sinon? Tu peux manger un pavé de saumon. Tu peux manger des burgers maison. Tu peux manger des très bonnes salades. Tu fais des frites maison ou pas? Non, c'est des dippers. Non, pas du tout. Non, j'ai pas la possibilité de faire ça, mais non, tout est fait maison. Et c'est accompagné d'une petite sauce ou pas l'entrecôte? Tu peux demander la sauce que tu veux. Ah ouais? T'as une sauce au poivre si tu veux. Tu peux demander ton. En train de regarder. Ouais. On peut manger à l'intérieur aussi. Ah bah bien sûr, tu manges à l'intérieur. Il y a 55 places assises à l'intérieur, il y en a 24 à l'extérieur. Très bien. Karim, on va se faire un bon petit festa là-bas. Bah avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, quand vous voulez, moi je suis prêt. Je peux inviter Gucci? Très drôle mon Tarek. on pourrait faire l'émission de la réconciliation Gucci Zoubir. Mais tu sais qu'il viendra jamais parce qu'il a même pas osé
s'excuser après ses propos. Mais je pense une propagande raciste. Il a d'autres ennuis, je pense, à gérer. Il a une propagande raciste. Il a appelé à boycotter tous les restaurants tenus par des Maghrébins. Il le fait depuis des années. Et là, il a concrétisé son rêve. Il était heureux. Et en plus, le pire, c'est qu'on lui ouvre les portes de touche pas à mon poste. Oui, enfin, après, c'est incroyable. Après, chacun dans cette émission, je veux pas défendre Cyril Hanouna, mais pour le coup, il donne la parole à tout le monde. Et voilà, chacun sur le coup, c'est non, moi, il me donne pas la parole à cause de Jean Messia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jean Messia? Là, encore une fois, il va avoir une émission spéciale crack. Ouais. On va avoir une majorité de gens qui vont dire. Ils t'ont pas invité? Oui, nous savons aujourd'hui que les salles de repos et les salles de consommation. Alors que le concret, le vécu, le mec qui prend les risques, le mec qui est menacé aujourd'hui, c'est moi. Et aujourd'hui, on décide en fait d'inviter une armada de personnes qui ne connaissent rien, des députés, peut-être une ou deux personnes qui s'y connaissent. C'est quand cette émission? C'est quand? Normalement, c'est ce soir. Ce soir? Ah oui. Et Cyril, invite Tarek, s'il te plaît. Non mais Cyril, normalement, il se dit tunisien. L'autre, il m'a attaqué sur le drapeau tunisien. Il a rien fait. Non, alors, voilà. Moi, je peux te donner une autre technique très simple. Tu fais comme Eguchi, tu vas devant le studio et tu fais le forcing. C'est ce qu'il a fait, Eguchi. Hein. Il a réussi à. Bah vas-y. Tu sais où c'est? C'est à Boulogne. Voilà. Ouais, j'ai la flemme. Ouais, mais attends, t'as la flemme. Mais attends, t'es un bonhomme ou pas? Tac. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, dans un instant, je voudrais qu'on parle vite fait de cette étude annoncée par le ministère de la Santé. Qui a révélé hier que plus de 5700 lits et de 25 établissements privés et publics ont été supprimés et fermés au cours de l'année 2020. Peut-on se permettre de faire des économies sur la santé en cette période? C'est la question que l'on se posera rapidement avant de retrouver dans un instant la belle histoire sur France Maghreb 2. Reste avec nous. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, émission de référence. Dans quelques minutes, la belle histoire qui va nous faire le résumé de cette sublime et belle émission qui arrive à l'Ouache. On est en direct. Tarek Sassi, on est en direct, les amis. Voilà, calmez-vous. Voilà, tout va bien. Je voulais qu'on parle rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de cette étude qui émane du ministère de la Santé, qui a révélé effectivement hier que plus de 5700, j'ai du mal avec ce chiffre, hein, tellement il est hallucinant, 5700 lits et 25 établissements hospitaliers privés et publics ont été fermés en 2020. Année au cours de laquelle, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la France a été évidemment mise à l'arrêt lors des différents confinements. Je cite la raison: afin d'éviter la saturation des services de réanimation, on s'en souvient. Mise à l'arrêt, évidemment, qui a coûté, selon Olivier Dussopt, qui est, vous le savez, le ministre des Comptes publics en France, entre 170 et 200 milliards d'euros. C'est le chiffre, effectivement, qui est donc donné avant-hier sur CNews. Alors, un coût qui représente bien plus que, évidemment, 5700 lits d'hôpitaux. Les fermetures continuent, puisque, selon le syndicat FO, plus de 1800 lits ont encore été supprimés au cours du premier trimestre de cette année 2021. La question est très simple, je vous demande d'y répondre très rapidement. Peut-on se permettre de faire des économies sur la santé en cette période, mon cher Karim? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a 5700 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés en 2020, mais il y a 6200 places en réa qui ont été ouvertes. Alors, moi, je suis très prudent. D'abord, ma position, elle est très claire, que ce soit la santé, la sécurité, l'éducation. On ne doit pas avoir de notion d'économie, puisque c'est du service public, et ça doit répondre au public, tout simplement. Maintenant, quand on sort des chiffres, je fais très attention à ça, parce que effectivement, pour ouvrir des lits de réa, on ferme d'autres lits, puisque un lit, pour fonctionner, il a besoin de personnel. Et s'il n'y a plus de personnel, parce qu'ils sont tous occupés sur le Covid, on est obligé de fermer ce lit. Ce chiffre est hallucinant, Karim. 5700 lits. Oui, mais Christophe, c'est pas rien. Christophe, il y a 6200 places en réa qui ont été ouvertes. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que je dis je suis. En dépit des autres services qui ont été abandonnés. Parce que je veux dire, tu parles du Covid sérieux, mais les maladies continuent d'exister. Je veux dire, les problèmes. Oui, mais Christophe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas augmenté le nombre de soignants. Et un lit, il a besoin de soignants. S'il n'y a pas de soignants, on les a diminués même. Le lit, il ferme. Donc moi, les chiffres que j'ai qui sont justes,
c'est 5700 fermés, 6200 autres lits ouverts. Ouais, alors depuis le premier trimestre, c'est 1800 lits qui ont été supprimés. Alors ce chiffre, il est faux. Comment ça, il est faux? Parce qu'il a été reconnu. Non, c'est le syndicat est faux, pardon. C'est un chiffre, voilà, c'est la CFDT qui a fait ça et qui a reconnu qu'en fait, ce chiffre n'était pas du premier semestre ou du premier trimestre, il était du 1er janvier 2020 à juin 2021, tout simplement. Et il faut faire attention parce que il faut faire attention à ça. Mais moi, je suis le premier à pas. Non. 5700 en 2020. Non. Et là, 1800 depuis 2021, premier trimestre. Non. Ce que je te dis, le 1800, c'est faux. Il est reconnu par la CFDT. Il n'est pas au premier trimestre. Oui, par la CFDT. D'accord. Non. Ouais. D'abord, c'est du déclaratif. C'est la CFDT. Et en fait, ils ont reconnu qu'ils ont fait une erreur, que c'est à partir du 1er janvier 2020. C'est FO, qui a annoncé ce chiffre. Oui, FO. Ouais, là, on est les deux, ouvrière. parce qu'il y a la CFDT aussi. Et jusqu'à mars, 2021. Le sujet, il n'est pas là. Les comptes seront faits après quand on sortira du Covid. Maintenant, si c'est de dire, moi, je pense pas qu'on a fermé des lits en net, c'est-à-dire en réel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de transferts, de fusions, parce qu'il fallait déplacer d'un côté pour ouvrir de l'autre côté. Mais fermeture de lits, ça date pas depuis la crise du Covid, mon Karim. Ça fait des années que ça dure. On ferme des services, on ferme des lits. Il y a plus de personnel dans les hôpitaux. Moi, je défends personne. C'est un problème qui a été récurrent et qui s'est amplifié durant une crise qu'on n'a pas su anticiper, pour le coup. À tort ou à raison. Mais voilà, en tout cas, le problème de lit, ça date pas d'aujourd'hui. Je ne parle pas du problème de fermeture des lits. Il y en a eu et il y en a eu les services beaucoup, entiers et à mon sens, beaucoup trop. Il y a aussi toute la diversification médicale dans les campagnes et autres. Là-dessus, je ne discute même pas ce point-là. Je le redis, pour moi, on ne doit pas faire d'économie dans le service public, tout simplement. Et la notion de rentabilité ne devrait même pas exister. Quand j'entends que des classes ne sont pas rentables, alors que le droit à l'éducation, c'est un droit, doit être ouvert à tout le monde. Je voudrais qu'on écoute Tarak rapidement, parce que le temps passe vite. Tarak, moi, personnellement... Qu'est-ce que je peux dire en fait? En mandat, on fait que détruire le système de santé français qui est unique. Ça, c'est vrai, il a raison. Et que là, mais je sais pas. Alors, le pouvoir d'achat, maintenant c'est les hôpitaux, mais on cherche quoi sérieusement? On cherche quoi? Moi, je comprends plus en fait. Là, je comprends plus. Est-ce que on va importer le tiers monde, vraiment le tiers monde, dans la 6e puissance mondiale? Mais c'est ce qu'on fait. En mettant la santé à mal, plus le pouvoir d'achat, au final, qu'est-ce qu'on fait? On crée les mêmes conditions que la Tunisie. La Tunisie, c'est qui vit bien? C'est peut-être 10% de la population. Le reste, ils ne peuvent même pas... Il y a presque 95% de la population tunisienne qui ne peut pas se soigner. C'est quand même grave. Et là, on y arrive au fur et à mesure. Donc en plus, tout ce qui est à côté de ça, mutuelle, CMU, et conneries là comme ça, et remboursement, c'est de plus en plus catastrophique. Et en plus de ça, on réduit les hôpitaux. Mais moi, il y a des hôpitaux ici, où est-ce que je suis allé, je me dis limite que je peux tomber malade. La Riboisière et puis tant d'autres. Mais c'est incroyable. La France, en fait, qui faisait rêver le monde entier, est en train de devenir un pays qui se rapproche du tiers-monde. Bon, on en termine avec là-dessus, parce qu'il faudrait qu'on écoute notre ami La Belle Histoire, qui vous a écouté, qui vous a supporté pendant cette émission, et qui va nous faire le résumé de cette émission. La chronique s'appelle comment, La Belle Histoire? La balance. La balance. Eh bien, c'est parti pour la balance, signée La Belle Histoire. Écoutez plutôt, les amis. Quelle indignité. Un président de la République, ancien ou actuel, doit être un glaive puissant, garant de nos institutions. Mais la balance a penché sur la condamnation du petit Nicolas dans le procès des comptes de campagne, affaire du Big Mago de Big Malion. Sarko, voulant laver son honneur et se placer au-dessus de la mêlée, a donné l'ordre à son avocat de lui permettre d'atteindre l'Everest de la relaxe avec Thierry Herzog. C'est raté. Il a pensé sortir peinard. Il a pensé sortir peinard de la grand-mare des canards. Et ça sert le copé d'abord, le copé d'abord. Lavrieux a lavrié et le patron de Big Malion a défendu son innocence en pratiquant le grand écart à la Bastien Millot en viaduc. Mais le pire est sans nul doute la seconde condamnation de Nicolas Sarkozy en moins d'un an ferme, mais n'ira pas en zonzon. Et pourtant,
Sarko lui-même s'y était préparé en nommant son dernier livre « Promenade ». J'espère que dans 15 ans, son futur bracelet électronique le fera et sera bling bling en toute indignité. Sans transition, hier, Sarko était une pile électrique politique, tout le contraire aujourd'hui, car il est dans le gaz. La facture énergétique des Français explose, menaçant avant la souveraineté du pays, menace la souveraineté de la dignité de ceux et celles qui payent un statut social déclinant et une note plus salée qu'aguerrante. Augmentation de l'électricité, du gaz, de l'essence régulière, et ça continuera. Le père Castor Castex va nous raconter une histoire ce soir à base de chèque énergie du cher Macron. Mais en même temps, on nous avait prévenu. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Allez comprendre. On n'est pas contre faire des économies, mais l'énergie fait notre économie. Alors, ne nous sacrifiez pas. Et sinon, je vais appeler Donny Brasco. D'ailleurs, parlons du Brasco, le restaurant de Cergy où son patron Zoubir, obligé de justifier un soi-disant racisme inhérent à son établissement. Zoubir porte le glaive défensif de sa bonne foi et celle de son restaurant, et la cabale, la balance médiatique, s'est emballée, remplaçant la justice en palais. Faux procès, faux témoins, harcèlement et emballement surdimensionnés, montrant que le bon sens a changé de camp, sans conscience des conséquences, esprit critique unilatéral pour victimes collatérales, les familles, les enfants, etc., etc. Et au final, l'agresseur n'est même pas un employé du Brasco, et dit et redit à corps et à cri un pauvre livreur victime et un établissement terni par les termites de nos sociétés malades. Le temps n'efface pas tout, mais ça redémarre, et le LGF se rendra au Brasco pour commander une bonne entrecôte apportant l'azur financier à Zoubir et une publicité honorable grâce à France Maghreb 2. Et on ne fera pas de la flûte, rue Traversière. La France est malade au point que la sphère médiatique nous impose de nous droguer à la zémourite. Toxicomanie politique qui aurait le mérite effectivement de placer un mur de la honte, crédité de 13% dans un sondage déportant les vrais problèmes de la France sur un seul personnage au visage de gourou et aux oreilles satellitaires. Pourtant, et pendant que les prétendants à l'Élysée portent leur glaive en bouclier, Gollum balance et se joue de tous avec le cirque « j'y vais pas ». En période covidienne, le ministère de la Santé, on voit que ce n'était pas le ministère de la Santé, mais plutôt les syndicats, dévoile la mauvaise santé de notre sanitaire situation. 5700 lits et dans 25 établissements publics et privés en 2020, c'est quand même considérable. Notre souveraineté musicale, j'allais dire, notre souveraineté médicale en prend un coup. Le pouvoir s'en balance, sans aucun bouclier de protection. En tout cas, les FO, CFDT, les syndicats ont besoin de Saint-Ol. Ça fait du bien là où ça fait mal. En tout cas, moi, je ne suis pas une balance. Même si mon cœur balance entre le public et France Maghreb 2. En tout cas, ce qui est juste, c'est qu'en balance équilibrée, vous m'avez manqué. Merci beaucoup, la belle histoire. Bravo pour cette belle chronique. Voilà, comme d'habitude, mon belle histoire. En tout cas, reviens quand tu veux, même évidemment. T'es chez toi ici, tu le sais, évidemment. À très vite, la belle histoire. À très vite, mon Karim. Merci beaucoup, Tarek Sassi. Merci. Il faut savoir que les mecs ont pris commande déjà. Oui, on vient avec toi, au Brasco. Hein, ça y est, parle d'entrecôte, de bouffe, ça y est, tout le monde vient là. Bon, écoute. Quand c'est pour la bonne cause. Évidemment. Et que c'est gratuit. Ah, bah voilà. Voilà, c'est ça. Rendez-vous demain, les amis, avec Pierre-Henri, avec Ismaël Boudjekadek seront avec nous demain, et puis Tarek Mami en direct de ce forum paix en Normandie, donc qui se déroule jusque demain, évidemment. Tarek Mami est sur place. Bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Tarek, t'y vas ou pas devant chez Hanouna ce soir? Non, j'ai pas envie d'y aller. Allez, Tarek devant chez Hanouna. Je suis fatigué. Bah oui, mais t'es fatigué, mais en même temps, si tu veux te faire entendre, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit lui qui présente, c'est Eric Nolot. Alors bon courage. Hein. Ouais, non, mais tu t'imagines aller jusqu'à Boulogne ouais, tu vas en métro, alors en métro, ouais. Bon, eh bien, donc ce soir, ils vont parler du crack. Oui. D'accord, bah, on va regarder. Il y aura Jean Messia.
Patatrac. Bon, merci à tous et bonne soirée. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Je vais vous dire que Jean Messia, c'est celui qui passait le plus dans l'émission. C'est vrai. Ah oui, non, mais c'est incroyable. C'est un permanent, en fait. Un xénophobe comme lui, il passe autant de fois, c'est incroyable. Faut que je devienne xénophobe pour passer, c'est ça. Et ça y est, ça marche. Hossein Messiha. Merci à tous. Bonne soirée, à demain. Ciao.